Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Donald Trump a rencontré Kim Jong-un. On est dans la désescalade. C'est une opportunité pour la paix? Oui, il semblerait que finalement la politique du cow-boy réussisse pas si mal, encore qu'il faille évidemment attendre les résultats. Moi, je ne suis pas absolument certain que M. Kim Jong-un va vouloir se dessaisir si facilement de son armement atomique, dont j'ai dit à plusieurs reprises qu'il représentait sans doute pour lui son assurance vie. Ça répond à un souci tout de même. La Corée du Nord Absolument. est un pays, un des derniers pays qui était encore en état de guerre officielle avec quasiment l'ensemble du monde. Oui, enfin, après avoir agressé la Corée du Sud en 1950, si mes souvenirs sont bons, l'année de ma naissance d'ailleurs, et c'est vrai qu'il y avait eu un armistice à Panmunjom qui a coupé en deux ce malheureux pays, mais il n'y a jamais eu de traité de paix. Je crois que ce que souhaite obtenir Kim Jong-un, c'est un traité de paix. Et quoi que l'on pense du régime, je pense qu'une situation de paix est préférable malgré tout, et que peut-être ça peut à terme amener un certain assouplissement du régime, comme ce que l'on a vu encore de façon très imparfaite en Chine et ce que l'on a vu alors de façon beaucoup plus complète en Russie. Les guerres sont à l'origine de nombreux déplacements de population. Cette semaine, c'est la polémique autour du bateau, l'Aquarius, affrété par l'association SOS Méditerranée. Votre partenaire au Parlement européen, Matteo Salvini, qui a quitté le Parlement européen pour prendre le poste de ministre de l'Intérieur, je crois, en Italie. Oui. Matteo Salvini a empêché l'arrivée de l'Aquarius, ce bateau qui est chargé de sauver les migrants en mer. C'est quoi? C'est le cœur des Italiens qui se ferme? Écoutez, c'est en tout cas, je crois, une mesure qui aura des répercussions et qui aboutira, je l'espère, à la diminution précisément de ces entreprises désespérées pour gagner l'Europe. Et l'irresponsabilité dont a parlé M. Macron et le cynisme dont a parlé M. Macron, je crois qu'il ferait mieux de se l'appliquer à lui-même. Parce que moi, j'étais le premier président de groupe parlementaire avec notre groupe, qui s'appelait à l'époque Identité, Tradition, Souveraineté, que j'avais l'honneur de présider, à me rendre à Lampedusa. Ça fait plus de 20 ans que l'Italie, maintenant, supporte le flux de ces migrations qui s'apparentent exactement à ce que décrivait le romancier Jean Raspail dans un livre prophétique, Le Camp des Saints. Ce sont des migrations continues. Et il est évident que plus on en accepte, plus on accepte ces malheureux. Le sort de ceci ne m'est pas indifférent, mais plus on les accepte, plus il en viendra. Donc c'est la France qui doit les accueillir. Si l'Italie ne peut plus les accueillir, c'est donc, et Matteo Salvini l'a dit, c'est peut-être à la France d'en accueillir un peu. Vous voyez qu'en matière de cynisme et de réalisme, M. Macron s'est bien gardé de les accueillir à Marseille, alors qu'il s'agit, comme vous le dites, d'une organisation non gouvernementale française. Mais je m'interroge sur le rôle de ces organisations non gouvernementales. Voilà des centaines, 600 migrants qui sont originaires d'Afrique noire. Avant d'arriver sur les côtes de la Méditerranée, ils ont franchi, semble-t-il, illégalement, sans papier, ou plusieurs frontières de pays d'Afrique. Ils ont été massés sur les côtes libyennes d'une façon qui ne pouvait pas ne pas attirer l'attention des autorités. Ils ont été mis sur de frêles esquifs par des passeurs qui, sitôt qu'ils ont quitté les eaux territoriales libyennes, c'est-à-dire à 12 000 marins, pratiquement appellent les secours. Une vingtaine de kilomètres, c'est ça ? C'est-à-dire que je ne mets pas en cause, je n'ai pas d'informations là-dessus, les intentions sincèrement humanitaires d'un certain nombre d'organisations. Je dis qu'ils sont les complices objectifs d'un véritable trafic, d'un trafic d'esclaves, parce que ces gens-là sont évidemment rackettés à chaque passage, et ils n'ont évidemment rien à faire en Europe. Je pense que la seule mesure dissuasive, c'est que s'ils débarquaient, ce serait de les renvoyer dans leur pays d'origine, et là, bien sûr, d'essayer de les y aider. Nous avons des organisations non gouvernementales, nous avons l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, nous avons la Croix-Rouge internationale, il y a un certain nombre de choses. On peut prendre en charge ces gens-là sur place, ou du moins à proximité de l'endroit d'où ils viennent. Si nous ne faisons pas ça, il y en a aujourd'hui 600, il y en aura demain 6 000, il y en aura après-demain 60 000. J'entendais à propos de la discussion sur la loi en France sur les prétendues fake news. J'entendais un député de La République En Marche
partisan de cette loi et la défendant, disant, vous vous rendez compte, il faut empêcher des fake news comme celle qui voudrait prétendre qu'il y a 50 millions de candidats à l'immigration en France. Il dit, il n'a pas compris que ce n'est pas 50 millions, c'est 500 millions. 500 millions de déshérités de par le monde qui ne souhaitent qu'une chose, c'était venir en Europe occidentale. Alors, est-ce que nous devons tolérer, comme nous le faisons, sans prendre aucune mesure ferme, sans essayer de traiter le problème à la source, cette submersion progressive de notre continent, au nom de bons sentiments, ceux-là même dont l'enfer est pavé? Alors, revenons peut-être à des actualités un petit peu plus imminentes. Le baccalauréat va débuter. On reparle de l'autonomie des universités comme solution pour les admissions post-bac qui continuent de poser problème. Vous qui êtes ancien doyen d'université, est-ce que vous croyez que cette autonomie serait une bonne chose, une bonne solution? Bon, tout dépend de ce qu'on appelle par autonomie des universités. Ce que je crois, c'est qu'il faut en sortir avec précisément l'hypocrisie et l'irresponsabilité. Or, l'hypocrisie et l'irresponsabilité, comme dirait M. Macron, c'est de faire croire que le baccalauréat est un sésame pour entrer dans n'importe quelle filière, dans n'importe quelle faculté et suivre n'importe quelle formation. Surtout qu'il est donné de façon de plus en plus généreuse. Il faut donc faire comme un certain nombre de grands pays, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Japon ou d'autres. Il y a un examen qui sanctionne la fin d'études secondaires. Ça, c'est le baccalauréat. Et puis, quand on veut faire une spécialité quelconque, le droit, les lettres, eh bien, il faut passer, à mon avis, un examen d'entrée. Un examen d'entrée au cours duquel on vérifiera que les candidats ont bien les aptitudes qui leur permettent de subir avec succès, de recueillir avec succès les fruits de leur formation. Enfin, vous réduisez le nombre d'étudiants qui pourraient du coup entrer en université. Enfin, c'est oui, quand même assez radical comme... Oui, sans doute, mais en tout cas, j'éviterais à un certain nombre de jeunes gens de perdre en vain des années comme ceux que je voyais se précipiter dans la faculté linguistique de Lyon et qui bien souvent ne maîtrisaient même pas leur langue maternelle, le français, et qui par conséquent, quels que fussent leurs efforts en hébreu, en chinois, en allemand, en anglais, en italien, que sais-je, étaient condamnés à l'insuccès. Je pense également à ces malheureux étudiants en médecine que l'on sélectionne de façon impitoyable avec un numerus clausus qui est abusif. Je ne demande pas que le numerus clausus soit abusif. Je ne demande pas qu'on ait une vision malthusienne ou restrictive de l'enseignement supérieur. Je demande que l'on accepte dans l'enseignement supérieur que des gens qui ont le bagage suffisant. S'ils ne l'ont pas, à la limite, que l'on crée comme autrefois, par exemple dans les facultés de lettres, il y avait une classe qui s'appelait la propédeutique. La propédeutique qui était une classe de mise à niveau, en quelque sorte, de culture générale. Ça se fait dans beaucoup d'universités, de systèmes universitaires. Au Japon, c'est ce qu'on appelait le Kyoyobu. Dans les universités américaines, ce sont les 2 années de college. Qui sont en réalité une formation générale améliorée dans lesquelles on aborde la spécialité progressivement. Je pense que ce serait certainement un système plus favorable. Quant à l'autonomie complète des universités, alors pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, il faut que les choses soient claires. Si les universités sont complètement autonomes, elles ne délivrent pas toutes le même diplôme d'État. Le problème, c'est qu'en France, on a voulu conjuguer l'autonomie avec le maintien du système étatique. On aboutit à un système bâtard qui cumule les inconvénients des deux. Des inconvénients de l'autonomie, nous avons quelquefois l'anarchie, la dictature syndicale, le gouvernement des copains et des médiocres. Et du système étatique, nous avons conservé une certaine lourdeur. Voilà. Alors il faut que l'on conserve le meilleur du système étatique, c'est-à-dire la sélection des enseignants par les grands concours, comme l'agrégation de droit ou autres,
Et puis, encore une fois, la liberté pour les universités de recruter leurs étudiants en fonction de critères objectifs qui sont tout simplement leurs compétences. Beaucoup de bacheliers, en revanche, s'inquiètent du mouvement de grève Oui. à la SNCF. Mouvement de grève et à côté de cela, énormément de perturbations sur le réseau. Qu'est-ce qui se passe dans le transport ferroviaire français en ce moment? Bon, la grève est un droit, c'est un droit constitutionnel. Je ne le remets pas en cause. Ce qui est en jeu, d'ailleurs, c'est pas tellement le statut, chacun le sait très bien, c'est que la SNCF va être vendue par appartement comme le CETA, l'industrie du tabac, l'a été en France, et d'autres encore, comme Thomson, comme que sais-je. Il y a des sabotages sur les lignes SNCF. Mais je pense que là, on a atteint un nouveau degré qui est tout à fait inadmissible, ce sont les sabotages. Mon train, en venant à Strasbourg, au lieu de mettre 2 heures, on a mis 4. Soi-disant qu'une panne de caténaire, je suis persuadé que c'était un sabotage. La gare Saint-Lazare. Ceux de mes collègues qui, eux, venaient de Bruxelles, il y a un train spécial Bruxelles-Strasbourg, eux, ils ont mis 6 heures. J'aime autant vous dire que c'est pas, on en a entendu parler dans l'hémicycle, c'est pas une bonne publicité pour le maintien très menacé du siège à Strasbourg. Il y a eu le blocage complet de la gare Saint-Lazare, il y a encore des perturbations dans l'Est, de là dont on est absolument certain que ce sont des sabotages, c'est inadmissible. Bruno Gollnisch, une polémique est apparue. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui aussi un vecteur de communication. La blogueuse Rokhaya Diallo a protesté sur la couleur du pansement, puisque la couleur du sparadrap est plutôt une coloration de pigments de peau blanche, de peau occidentale. Oui, rose, couleur chair. Est-ce que vous trouvez qu'il y a là effectivement peut-être une discrimination à l'égard des gens plutôt, notamment des Africains, puisque c'est le cas de Madame Diallo? Est-ce que là, il y a un véritable scandale qui pourrait poindre? De toute façon, un pansement, c'est inesthétique, quelle qu'en soit la couleur. Bon, si on a le malheur de devoir y avoir recours, je pense que ce genre de polémique montre l'absurdité du discours prétendu antiraciste, prétendu antidiscriminatoire. Si Madame Diallo veut des pansements qui soient plus conformes à son genre de beauté, elle n'a qu'à les fabriquer elle-même. On est dans un pays de libre entreprise. Elle peut lancer une société qui distribuera du sparadrap couleur marron, couleur noire, etc., ou de quelques couleurs qui lui plaît. À l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron a rendu un hommage vibrant à Clémenceau. Vous vous associez à cette image? Pas vraiment. Clémenceau a été un personnage brutal, cynique. Je pense que même d'ailleurs son fameux article « J'accuse » dans l'Aurore à l'occasion de l'affaire Dreyfus a plutôt envenimé les choses, au détriment, je pense, de Dreyfus, contrairement à ce que l'on pense, car il était absolument injurieux à l'égard de gens qui étaient tout à fait de bonne foi dans cette affaire. Il a mené violemment des luttes anticléricales, des luttes antisyndicales avec des moyens tout à fait scandaleux. Il a été quand même convaincu de corruption dans l'affaire de Panama. Il s'est montré en revanche, c'est vrai, un homme d'État extrêmement volontaire, obstiné dans la conduite de la Première Guerre mondiale. Le tigre. Peut-être eût-il mieux valu que l'on acceptât les propositions de paix séparée en 1917 de l'Autriche-Hongrie. Mais surtout, s'il a gagné la guerre, il a complètement perdu la paix. Le traité de Versailles a été un traité désastreux et l'hostilité de Clémenceau à l'égard des pays catholiques, notamment de la monarchie austro-hongroise, a eu pour conséquence que soit dépecé cet ancien empire qui était malgré tout un facteur d'équilibre dans la région, et notamment de façon extrêmement injuste, la malheureuse Hongrie qui s'est trouvée privée de territoire sur son pourtour, qui était indiscutablement peuplée de Hongrois et qui a été réduite au tiers de sa superficie d'avant-guerre. Et évidemment, cette situation a provoqué des déséquilibres, des rancœurs, des sentiments d'injustice qui ont grandement facilité, quelques années plus tard, l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Par conséquent, je ne partage pas l'admiration pour le bilan de Clémenceau.
mis à part, c'est vrai, son extraordinaire ténacité dans la conduite comme président du Conseil, ainsi qu'on disait à l'époque, de la Première Guerre mondiale. Merci. Votre actualité, c'est la sortie de votre plaquette. Une plaquette où l'on dit un peu de bien de moi. Oui, votre vie, votre œuvre. Oui, c'est voilà. 30 ans de Parlement européen. Absolument, avec quelques propositions politiques. C'est pas simplement autour de ce que j'ai pu vivre sur le plan personnel, sur le plan familial, bien sûr sur le plan politique, avec Jean-Marie Le Pen, avec Marine Le Pen, avec mes amis du Front National et à l'Assemblée nationale française et au Parlement européen. Cette plaquette est disponible gratuitement pour ceux qui en feront la demande. Merci, à bientôt. À bientôt.